Bonjour à tous, je pense que nous sommes en direct pour une nouvelle séance. Comme d'habitude, je vais laisser le temps à toutes les personnes de se connecter, sachant qu'il y a aussi des personnes qui pourront la revoir soit en replay sur Facebook, sur cette page, soit sur YouTube, puisque désormais j'envoie toutes les vidéos sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Bonjour Nadine, qui vient de me rejoindre. Donc là, je crois que vous avez le lien vers ma chaîne YouTube. Voilà, je signale au passage aussi que j'ai un site internet. Bonjour Valérie. Qui s'appelle taichicomplet.fr. Tout ça attaché en un seul mot. taichicomplet.fr, la chaîne YouTube et la page Facebook où vous pourrez revoir donc ces vidéos. Coucou Weitia. Donc le temps que d'autres personnes se joignent à nous, je vais retracer un peu ce qu'on a pu faire dans cette série de séances en direct. On a commencé par des mouvements préparatoires, 16 mouvements qui préparent le corps, des pieds jusqu'à la tête. Ensuite, on a fait des exercices fondamentaux, le travail postural, le Jian Zhuang, le travail du déplacement, le travail des enroulements, comme de la soie, Chanse, typique du style Chen. Puis on a détaillé 2 mouvements issus de la forme longue du style Chen, séparer la crinière du cheval sauvage et les mains nuages. Et puis on a entamé une petite série sur les armes, puisque en complément du travail à main nue, il est intéressant de manier des armes. La première était consacrée à l'épée longue, Tian, à double tranchant. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à une autre arme qui est un peu l'opposé, le pendant du Tian, qui est le sabre, Tao. Bonjour Antonio. Et voilà. Donc le temps que d'autres personnes se joignent à nous, à nouveau je me représente. Je suis Rodolphe Paulet, j'enseigne le Tai Chi Chuan, style Chen, que je pratique depuis un peu plus de 12 ans, plus particulièrement dans une école, dans celle du maître Wang Xian, qui vient de Zhenjiagou. Et habituellement, j'enseigne donc dans une association, l'académie Chan Wu Dao, basée à Fontenay-aux-Roses, dans les Hauts-de-Seine. Il y a également des cours de Qigong avec Weicha, justement. Qui donne aussi des cours en ligne, d'ailleurs, de son domicile. Donc, n'hésitez pas à aller y participer, même s'il y a beaucoup de demandes, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Donc là, depuis le confinement, on a entamé cette série de séances en direct. Et je suis très content que vous soyez là et qu'on puisse échanger ensemble. Donc encore une fois, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des questions. Je tâcherai d'y répondre soit dans le fil de la séance, soit ultérieurement. Voilà, j'en profite aussi pour rappeler que donc toutes ces séances sont évidemment gratuites. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai en revanche mis en place une collecte de fonds pour la Fondation de France, pour les soignants et les patients. Donc elle est épinglée en haut de ma page Facebook. Donc si vous voulez faire un petit geste, ce sera apprécié. Voilà. Concernant les armes, je renouvelle ce petit avertissement, il faut mieux le dire, même si ça peut paraître évident pour certaines personnes. Les armes, même non aiguisées, restent des objets potentiellement dangereux. Donc, évidemment, quand vous pratiquez, il est essentiel de bien
vérifier que votre environnement est dégagé. Il n'y a pas des personnes susceptibles de rentrer dans la pièce ou à votre proximité. C'est d'autant plus possible dans la situation de confinement. Donc attention à ça. Et puis, encore une fois, même si ces armes ne sont pas aiguisées, elles sont quand même coupantes. J'en ai fait l'expérience lors d'une démonstration. Donc attention, ce ne sont pas des jouets. Voilà, pour les petits rappels. Donc on va entamer maintenant cette séance sur le Dao Sabre chinois. Tout d'abord, ce que je voulais dire, c'est que on peut classifier les armes selon différentes catégories. Souvent, on parle d'armes longues et d'armes courtes. Donc, c'est une première façon de classifier les armes. Bonjour Gilles. Mais aussi, on peut considérer qu'il y a une autre façon de faire des catégories, c'est parler d'armes plutôt yin et d'armes plutôt yang. Yin-yang. L'épée et la lance étant des armes yin, et le sabre et la hallebarde étant des armes yang. Et on comprend bien pourquoi. J'avais dit la semaine dernière que l'épée était comparée à un dragon ailé qui fend les nuages, ce qui reflète bien l'élégance et les techniques souples et enroulées de l'épée. En revanche, le sabre, lui, il est comparé à un tigre féroce qui descend de la montagne. Donc tout de suite, on comprend que c'est une arme yang, beaucoup plus, on pourrait dire rudimentaire, mais puissante, donc avec deux fonctions différentes. Et le tai chi, évidemment, qu'est-ce que c'est? C'est l'interaction du yin-yang, la coexistence et la complémentarité du yin-yang. Donc les deux aspects sont intéressants à travailler. L'énergie sera différente quand on travaille à l'épée et quand on travaille au sabre, mais le tai chi, c'est cet ensemble, cette union. Donc c'est aussi intéressant de travailler cet aspect. Voilà, maintenant, j'ai eu une question en amont de cette séance par Sylvain, qui regardera plus tard cette vidéo, je crois, concernant l'historique. Parce que j'avais dit la semaine dernière que l'épée avait très vite été remplacée sur les champs de bataille par le sabre. À partir de la fin de la dynastie des Han, 3e siècle, progressivement, l'épée a disparu chez les soldats, et c'est devenu une arme pour les officiers, les lettrés, les prêtres taoïstes, et j'avais même mentionné les concubines aussi, célèbres pour leur danse à l'épée. Le sabre, donc lui, a gardé sa fonction sur les champs de bataille. Pourquoi ? Me demande Sylvain. En fait, il faut regarder l'anatomie, la façon dont un sabre est conçu pour le comprendre. Et je pourrais donner des sources si cela vous intéresse, mais je me réfère aux travaux d'historiens réputés, comme Peter Lorge, par exemple. Donc j'essaie de ne pas donner d'explications fantaisistes à tout ça. Donc il faut voir comment est fait un sabre. Je vais vous montrer tout à l'heure 3 sabres que j'ai avec moi. Celui-là. Alors on va passer en revue les éléments de ce sabre, comme la dernière fois pour l'épée. Lui, le sabre est souvent affublé on y ajoute un foulard, contrairement au tian, qui a une houppe, qui a une fonction essentiellement décorative, hein. Même si on pourrait, c'est pas comme la lance, où la lance, il y a au bout des éléments qui permettent de disperser le sang pour éviter que ça glisse sur la hampe. Là, on va dire que c'est essentiellement décoratif pour le sabre. Donc ensuite, il y a le pommeau.
Il faut savoir que le pommeau peut servir à frapper aussi. Il y a des techniques, on frappe avec le pommeau. Ensuite, bien sûr, la poignée qui sert à tenir un sabre, de cette façon. Ensuite, la garde. Alors, vous voyez que contrairement à l'épée, c'est une garde qui fait le tour de la poignée de la lame. Et encore une fois, je rappelle que la fonction de la garde, par définition, est de protéger les doigts, protéger la main. Donc il est hors de question de passer les doigts par-dessus la garde. Et ensuite, on a la lame. La lame qui se termine par la pointe. Alors, contrairement au jian, justement, l'épée est constituée d'un tranchant, ici, et dessous, le dos de la lame qui n'est pas tranchant. Donc il y a un seul tranchant. Et en fait, c'est ça qui a fait que l'épée a été remplacée par le sabre. Le fait qu'il n'y ait qu'un seul tranchant, ça implique que c'est une arme plus solide, plus résistante. Et d'autre part, que les coupes, les techniques de coupe, trancher, couper, sont plus faciles. Et donc, pour un soldat sur un champ de bataille, sont des techniques plus accessibles, puisque les soldats sont... bonjour Virginie. Les soldats sont pas forcément des experts dans les armes, dans l'infanterie ou dans la cavalerie. Donc ils ont besoin de techniques assez simples à assimiler. Et donc cette arme a un seul tranchant qui permet de bien couper, est plus accessible. Donc c'est pour cette raison-là, et encore une fois parce qu'elle est plus solide et résistante grâce à ce dos, qu'elle a remplacé l'épée sur les champs de bataille. En tout cas, c'est l'explication donnée par des historiens que je juge suffisamment sérieux, mais peut-être d'autres explications possibles. Voilà. Donc le fait que cette arme a un seul tranchant, ça implique plusieurs choses. Le dos, en fait, comme je l'ai dit, n'est pas aiguisé, donc on va pouvoir y poser sa main. On va pouvoir y poser sa main et bloquer ou parer en consolidant la parade, le blocage, avec cette main. Puisque le dos, puisqu'on peut y poser la main, le dos n'étant pas tranchant. Et on a plusieurs exemples de ce type de geste dans l'enchaînement du style Chen. Peut-être que je le montrerai à la fin de la séance. D'autre part, le dos n'étant pas tranchant, on va pouvoir aussi passer derrière le corps, sans danger, contourner le corps, ce qui est une technique qui s'appelle Chan Trou, d'enroulement autour de la tête, qui va permettre de faire des techniques d'esquive, d'absorption lors d'une confrontation. Voilà, il faut savoir que le sabre aussi est une arme à courte portée. Souvent les lames sont plus courtes. Donc cette technique d'enroulement est assez utile à courte portée. Mais en même temps, pour compenser cette courte portée, on sera aussi amené à faire éventuellement des sauts, des enjambées, pour justement compenser cette courte portée, gagner du terrain, s'approcher de l'adversaire. Donc dans l'enchaînement du style Chen, il y a énormément de sauts et d'enjambées, ce qui fait aussi que c'est du point de vue cardiovasculaire, c'est un exercice assez éprouvant. Voilà. Ensuite, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de sabres. J'ai montré sur ma page une petite image qui présente les différents types de sabres. Et en fait, le sabre qu'on trouve le plus souvent maintenant dans les arts martiaux chinois,
c'est le Niu Wei Tao, le sabre à queue de bœuf, qui est celui que j'ai en main, qui a cette forme typique qui se recourbe pour aller vers la pointe, très spécifique. Il a quand même un intérêt. Bon, historiquement, il faut savoir qu'il n'a pas été sur les champs de bataille, lui. Il est arrivé bien plus tard, à la fin de la dynastie des Mandchous, des Qing. C'était une arme plutôt civile, employée dans les milices, par exemple. Son intérêt, malgré tout, c'est qu'il y a un alignement entre cette partie de la poignée et cette partie droite. Elles sont parallèles, ce qui fait qu'on peut pointer en piquant assez facilement. La forme de la poignée guide l'arme jusqu'à la pointe. Donc je pense qu'on va, avant de commencer, je vais juste vous montrer, parce que j'ai montré que j'avais 3 sabres. Le premier, c'est un sabre assez lourd. On ne peut pas trop s'en rendre compte, évidemment, mais il est très lourd. Ensuite, j'ai un sabre semi-rigide qui reste un peu lourd. Et là, vous voyez, la lame ne claque pas, mais la lame est souple. Alors que le premier, la lame est vraiment rigide. Le troisième sabre que j'ai ici, c'est assez commun. Vous voyez, c'est un sabre très souple, très léger, très utilisé. J'allais dire malheureusement, parce que même s'il claque, il fait un son qui peut donner l'illusion d'une explosivité. En fait, il suffit d'un petit mouvement de poignet pour générer ce son. Et surtout, sa légèreté empêche d'apprécier l'inertie de l'arme et la dynamique de l'arme. Donc je n'utilise plus du tout ce sabre-là, même s'il est très répandu. Moi, ce que je préfère utiliser, c'est celui-là, qui est semi-rigide, donc qui conjugue une certaine maniabilité, avec un peu de poids dans la main, tout en restant agréable pour l'entraînement. Voilà, le dernier, vraiment très lourd, peut ponctuellement être utilisé, mais il faut faire attention, voilà, notamment à des problèmes de tendinite si on s'entraîne beaucoup. Voilà. Donc, pour revenir aux techniques maintenant, j'ai dit que le sabre pouvait donc pointer, piquer, grâce à cet alignement en plus de la poignée et de la partie ici, qui permet de bien viser. Donc on va voir ensemble une première technique qui consiste à percer. Donc vous voyez, on pique, on perce avec la lame à plat, orientée de cette façon, bien à plat. Et j'avais parlé la dernière fois de la main gauche pour l'épée qui avait cette forme-là et qui servait à équilibrer les techniques, notamment.
Pour le sabre, c'est la même chose, sauf que ça sera paume ouverte. Mais la fonction de cette main-là est importante aussi. Et vous avez vu que quand je perce, simultanément, l'autre main s'engage vers l'arrière. En même temps, c'est important de synchroniser le pas, le moment où on pose le pied à terre, et le moment de l'impact. Donc vous pouvez regarder à nouveau cette technique, et regardez aussi que au préalable, il faut bien armer et se regrouper afin de jaillir. Et ça, c'est commun. On l'avait vu dans la technique à main nue. C'est commun en tai chi. Avant de jaillir, on se condense. Voilà. Alors, Gilles nous demande le salut avec le sabre. Alors, en fait, dans l'enchaînement, au début, on tient le sabre de cette façon. Alors, on peut poser le dos du sabre sur le bras puisqu'il n'est pas tranchant. Voilà, donc vous verrez que le sabre est aussi une arme d'estoc. Ça pas simplement à couper. D'ailleurs, on va voir une deuxième technique qui sert à percer aussi, mais dans une trajectoire différente, trajectoire descendante. L'arme étant cette fois retournée et vient piquer vers le bas. Donc c'est aussi une technique issue de l'enchaînement du Stitchen. Voilà, donc deux techniques qui servent à piquer. On peut même piquer en inversant, en ayant cette orientation de l'arme. Je vais vous montrer cette technique, cette variante. Voilà, pour trois techniques qui servent à piquer. Encore une fois, utilisez bien la main gauche simultanément et essayez de synchroniser le pas avec la technique de sabre. On peut maintenant passer donc aux techniques. Vous avez vu quand je les ai faites qu'elles étaient précédées de postures où justement je consolidais la tenue de l'arme avec ma main gauche posée sur le dos, donc pour bloquer, pour parer. Donc on le retrouve plusieurs reprises. Je vais vous montrer, et souvent c'est en pas vide qu'on fait ça. Ça peut être soit vers l'avant, soit on protège au-dessus de sa tête. Donc je vais vous montrer quelques exemples.
Voilà, donc vous avez vu que soit on est en pas vide, soit j'ai aussi montré la posture en jambes croisées, assise, qui peut se faire à gauche et à droite. Nadine nous dit: j'aimerais bien voir ce qui se suit juste après avoir piqué. Très bien, c'est justement ce que j'allais montrer. Valérie nous demande: oui, la main gauche reste toujours ouverte, c'est ce que j'expliquais. On n'a pas cette forme de main comme à l'épée, mais c'est une forme paume ouverte. Mais elle a la même fonction, elle doit être lancée énergiquement vers le côté opposé pour équilibrer la technique. Donc justement, après avoir piqué, on peut avoir plusieurs techniques, mais je vais maintenant vous montrer ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la technique Chantrou. Donc d'enroulement autour de la tête. La première fois qu'on le rencontre, c'est justement après avoir piqué. Il y a deux sens d'enroulement. Je vais essayer de vous montrer les deux. Premier exemple. Donc vous voyez qu'on passe derrière la tête et qu'on vient ensuite faire une coupe horizontale. On trouve aussi à la fin de l'enchaînement ce type de technique dans un autre mouvement. Et là, on est passé par devant, alors que dans la première technique, on passait par derrière. Donc il est essentiel de passer au plus près du dos. Encore une fois, c'est rendu possible puisque la partie du dos de la lame n'est pas tranchante. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit pour cette séance parce qu'il y a quelqu'un tond une pelouse. Donc j'espère que ça restera audible. Donc les techniques de coupe sont évidemment nombreuses. C'est la première technique à laquelle on pense pour le sabre. Vous en avez vu une tout à l'heure, on coupe à l'horizontale, après avoir passé la lame derrière la tête. Donc je vous la remontre. Il est essentiel en revanche pour faire cette technique de bien vriller quand on prépare le coup et ensuite de faire une rotation de la taille pour déployer la technique. Je vais vous montrer ensuite une deuxième technique, c'est donc une coupe oblique vers le bas. Voilà. Donc on a vu percer, des techniques de piqué, des techniques d'enroulement. Tout à l'heure, Sabrina nous a laissé un commentaire en disant que l'enchaînement était court, mais assez éprouvant, puisqu'il y a des passages rapides et des sauts.
Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc je peux essayer de vous le montrer en réduisant le nombre de mouvements un peu pour pas sortir du cadre. Ça, vous verrez à quoi ressemble l'enchaînement du style chain. En tout cas, je m'efforcerai de le faire du mieux possible et on pourra en rediscuter tout de suite après. Voilà. Excellent pour pour travailler le souffle. Puisque comme vous avez vu, il y a quand même pas mal de sauts. Il y a un passage que j'ai dû raccourcir. Normalement, il y a 3 sauts à faire. Du coup, je peux vous le remontrer en me décalant au maximum. C'est un très bon exercice. Je vous remontre ce petit passage. Voilà. En le faisant, donc, je me suis rendu compte qu'il y avait une technique aussi que je n'avais pas expliquée. C'est à la fin, dans les techniques de coupe, une coupe descendante vers le bas. Cette fois-ci, la paume n'est pas ouverte. Donc ça permet de parler d'une variante. Le poing est fermé. Et il y a des sauts. Et on le fait d'un côté et on se retourne en sautant pour le faire de l'autre. Je remonte cette technique. Voilà, donc c'est 2 coupes descendantes. Le poing, cette fois-ci, est fermé. La main est fermée. On peut imaginer qu'on saisit, qu'on amène vers soi et qu'on tranche. Saisir les cheveux, par exemple. Bon, en tout cas, voilà, la fonction de cette main gauche est importante. Elle permet d'équilibrer. De la même façon que quand on a un coup de poing à main nue, la main gauche, le coude gauche, qui se retire énergiquement vers l'arrière, a un rôle très important. Donc, là j'ai montré cet enchaînement. Vous avez vu qu'il est court. Je crois qu'initialement il comportait 13 mouvements. Et c'est le maître Chen Xiaopi qui a œuvré au XXe siècle, formé les 4 Jingong du style Chen, qui aurait ajouté une dizaine de techniques en plus
mais ça reste un enchaînement très court. Je le refais une dernière fois et comme ça vous laisse éventuellement le temps de me poser des petites questions avant de se quitter. Voilà. Donc vous avez vu qu'à la fin, il y a aussi un dernier geste où on ramène vigoureusement le sabre. J'ai souvent entendu une interprétation que l'on entend aussi pour les katanas. Ce serait de nettoyer le sang accumulé sur la lame. Alors, Valérie nous demande, y a-t-il un ordre d'apprentissage, l'épée puis ensuite le sabre? Oui, je pense que oui. Je pense en effet qu'il est préférable d'apprendre d'abord l'épée. De la même façon qu'on apprend d'abord la Laotia et Ilou, premier enchaînement, long et souple, où le travail de l'intention prédomine. C'est l'intention qui guide le mouvement. Alors qu'on aborde ensuite le deuxième enchaînement du Stilchen à main nue, explosif, avec des sauts et des enjambées. De la même façon, on va d'abord apprendre l'épée, Tien, qui est un prolongement de la main, qui doit se faire en amplitude, souplement. Et quand le corps sera prêt, on passera au sabre. Parce que dans tous ces enchaînements, ce qu'il faut voir, c'est que on peut rapidement retomber dans des travers, dans des mauvaises habitudes, si la notion de son, de détente, n'a pas été bien intégrée à main nue. Alors on risque de se rigidifier quand on passe à des pratiques plus énergiques, comme le sabre ou les enchaînements explosifs à main nue. Donc il ne faut pas les voir trop tôt, ces techniques-là, ces enchaînements-là. Il faut d'abord avoir bien informé le corps, bien compris la notion de son, de détente, pour ne pas rigidifier. Donc je crois que avoir vu que Sabrina nous disait qu'il y avait quelques différences avec, la forme qu'elle a apprise. Et Jacques nous dit qu'en style Yang, on apprend d'abord le sabre. Donc bon, je ne sais pas, effectivement, je ne connais pas le style Yang. En tout cas, il y a une petite anecdote qui peut vous faire réfléchir un peu, peut-être. J'ai participé à une compétition européenne en 2018, je crois. J'ai eu quelques récompenses, mais le sabre, c'était assez délicat à présenter en compétition, où le format est imposé, la durée est imposée. Le problème, c'est que vous avez vu que l'enchaînement Stilchen est très court. Si on le fait à vitesse réelle, moins d'1 minute. Donc, c'était déjà difficile de rentrer dans ce format. Mais bon, quand on participe à une compétition, on doit s'astreindre au règlement. J'ai constaté aussi que la plupart des autres compétiteurs
comment dire, exécuter cette forme ou une variante de façon beaucoup plus lente et douce, ce qui est une possibilité, mais ce qui n'est pas conforme malheureusement à la pratique authentique très énergique. Donc voilà, c'était juste une petite remarque à retenir, une petite anecdote. Donc Jacques nous dit en yang, les techniques de sable sont supposées plus simples et directes que l'épée. Effectivement, ça on est d'accord là-dessus. Et je les ai expliqué au tout début, donc tous ceux qui n'ont pas vu le début de la vidéo, je vous encourage à voir la rediffusion. Les techniques sont plus rudimentaires, plus simples que celles de l'épée, c'est sûr. Mais vous avez vu, la forme est très énergique et il faut avoir bien intégré la notion de relâchement pour éviter de la faire de façon rigide et comme dans un mauvais art martial externe. Parce qu'on peut faire des choses très bien en externe aussi. Et d'ailleurs, certaines personnes probablement trouveront que cette forme que j'ai montrée est externe. C'est un mot personnellement que je n'aime pas utiliser. Je ne reviendrai pas, ce serait trop long d'expliquer pourquoi. La notion d'interne-externe est très discutable. Et voilà, encore une fois, le Tai Chi et le Style Chen le montrent. C'est l'interaction du yin et du yang. Et je l'ai dit au début, l'épée est yin, le sabre est yang. Je pense que j'étais obligé de couper puisque la tondeuse se rapproche dangereusement et je risque de ne plus être audible. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique cette fois. Voilà. Sur ce, donc, je vous dis à bientôt si vous m'entendez encore. Portez-vous bien. Et ce sera avec plaisir que je vous retrouverai la semaine prochaine. Au revoir.